Bonjour à toutes et à tous. En cette matinée de samedi, pour réfléchir, discuter, échanger autour de deux notions, mémoire et réparation. Et je voudrais tout d'abord remercier Antoine Lilti, Dominique Rogers, Cécile Vidal pour ce stimulant colloque. Les échanges ont été très riches et aussi on a appris beaucoup. Et voilà, on va mener deux tables rondes. Moi, je ne m'occupe que de la première. Mais ces tables rondes sont des moments de discussion et d'échange qui un petit peu rompent les barrières académiques pour fluidifier les échanges, construire une discussion ouverte sur des questions autour de la dette, de l'indemnité, rançon, et je mets des slash autour de ces termes-là, d'Haïti, mais on ne va pas le faire sous l'angle d'analyse historique comme ça a pu être le cas les jours précédents. Tout d'abord, je me présente, je suis Myriam Cottiat, je suis historienne au CNRS et j'ai l'honneur d'animer ce premier échange de cette matinée, donc intitulé « Mémoire et réparation ». J'ajouterai à ce titre « Mémoire et réparation de la dette d'Haïti », mais aussi de l'esclavage. Et la dette / rançon haïtienne est en effet l'expression d'une sortie de l'esclavage spécifique, inverse, antinomique aux abolitions de l'esclavage promulguées par les pays européens à cause d'une guerre victorieuse menée par l'armée indigène haïtienne et par ce paiement exigé à Haïti par la France qui a été le sujet du colloque. Alors autour de cette table, je ne ferai pas la blague de dire qu'il n'est pas ronde, mais autour de cette table se trouvent à mes côtés d'éminents collègues pour mener la discussion autour de ces notions. Tout d'abord, et je le dis par ordre en fait, de prise de parole par la suite, Magali Besson, qui est professeure de philosophie politique à Paris 1, Panthéon-Sorbonne, qui est membre de l'Institut des sciences juridiques et philosophiques de la Sorbonne, membre associé du CIRESC et du FEAC, et membre senior de l'Institut universitaire de France pour un projet intitulé « Le tournant réparatif de la justice sociale ». Elle est également membre du conseil scientifique de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage, et ses recherches portent sur les théories contemporaines de la justice nationale et internationale, les théories de l'égalité, la philosophie critique de la race et les réparations. Elle est notamment l'autrice de Sans distinction de race, publié en 2013, également Faire justice de l'irréparable en 2019, et elle a coédité plusieurs ouvrages collectifs, parmi lesquels récemment La justice pénale aux frontières du pardon, qui est sorti en 2025. Elle a traduit également W.E.B. Du Bois, Les âmes du peuple noir, en 2007, et a co-rédigé avec Mathieu Renaud l'ouvrage intitulé Du Bois, Double conscience et conditions raciales, aux éditions Amsterdam, en 2021. Également avec nous ce matin, John Picard Byron, qui est ethnologue, politiste, professeur à l'Université d'État d'Haïti, membre du laboratoire LADIREP, qui est cet acronyme signifiant langage, discours, représentation, qui est une unité de recherche de l'Université d'État d'Haïti, qui est rattachée à la faculté d'ethnologie. Et il est également, John Picard Byron, directeur du master en anthropologie sociale de la dite faculté. Il développe ses recherches sur la construction culturelle et citoyenne en Haïti. Il travaille sur des écritures anticoloniales et contre-historiques, sur la construction nationale et l'identité culturelle, la mémoire de l'esclavage, ainsi que sur les instrumentalisations politiques de l'ethnologie, notamment autour du travail de Jean Price-Mars. Il a publié des articles scientifiques et a participé à l'édition de 3 importants ouvrages collectifs, un qui a été publié en 2020,
hein, en 2020, qui est une copublication avec Alice Argyriadis, Emma Gobin, Maude Laitier, qui est avec nous ce matin, Niurka Núñez González, avec un ouvrage qui est intitulé Cuba, Haïti, engager l'anthropologie, anthologie critique et histoire comparée 1884-1959. Nous avons aussi avec nous Catherine Porter, qui est journaliste au New York Times, qui est basée à Paris. Catherine Porter, vous la connaissez certainement parce qu'elle a été la rédactrice et le reporter principal de la série intitulée The Ransom dans le New York Times, qui racontait l'histoire de la double dette et pour la première fois quantifiait combien les Haïtiens ont payé pendant des décennies et combien cela a coûté à l'économie haïtienne. Elle a voyagé pour la première fois en Haïti en 2010, après le tremblement de terre, alors qu'elle était chroniqueuse pour un journal canadien, le Toronto Star. Elle y est retournée plus de 30 fois depuis, développant des relations étroites avec de nombreuses personnes en Haïti et couvrant de nombreux sujets, de l'épidémie de choléra à l'assassinat du président Jovenel Moïse. Catherine Porter a remporté de nombreux prix pour son travail journalistique, dont le prix Polk pour ses reportages en Haïti et le prix Sidney Hillman pour la justice sociale pour la série d'articles The Ransom. Elle a publié aussi sous un autre chapitre un livre intitulé A Girl Named Lovely, qui a été traduit en français comme Une fillette nommée Lovely, qui porte sur ses voyages en Haïti, sur le rôle d'une journaliste en l'occurrence pendant un désastre, et sur sa relation avec une femme rescapée. Depuis 2022, Catherine Porter a déménagé à Paris avec son mari, leurs 2 enfants, et, elle le précise, leur chien scout. Nous avons également le plaisir d'avoir avec nous ce matin Pierre-Yves Boquet, qui est inspecteur général des affaires sociales. Et après une carrière administrative dans le secteur social, il a été le conseiller discours et mémoire du président de la République François Hollande de 2014 à 2017. Et depuis 2020, il est directeur adjoint de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage. Pierre-Yves Boquet a publié au début de cette année un article qui a été évoqué lors de ces débats des jours précédents, un article donc dans l'hebdomadaire Le Nouvel Obs pour raconter son exploration dans les archives de la Caisse des dépôts et consignations sur sa gestion de la double dette de 1825 à 1924. Dans un tout autre domaine, mais qui montre la richesse de ses activités, Pierre-Yves Boquet a publié en 2025 dans la collection Tracts Gallimard un petit livre d'intervention, La Révolution nationale, et petit livre, c'est lui qui le caractérise aussi, disons un livre d'intervention, La Révolution nationale en 100 jours, et comment l'éviter, sur le projet de révision constitutionnelle porté par le Rassemblement national. Également, sous le pseudonyme de Pierre Éville, il écrit aussi sur la musique et les cultures populaires, le film Black Music, des chaînes de fer aux chaînes d'or, pour Arte, qui est un documentaire qui est paru en 2008, et des livres, Detroit Sampler en 2014, qui a été réédité en 2023, et Gangsta Rap en 2005, avec une réédition augmentée en 2025. Alors, ce qui va nous occuper ce matin, c'est donc ces 2 notions de mémoire et de réparation. Merci. Je vais peut-être commencer par un tout petit point sur la notion de mémoire, qui est l'irruption du passé dans le présent. La mémoire reflète dans le contemporain, en fait, la façon dont sont saisis, rappelés, utilisés, à la fois le passé, les souvenirs ou des faits historiques. La mémoire est donc située dans le temps, c'est-à-dire que la mémoire change aussi selon les conditions sociales, politiques, culturelles, mais aussi les acteurs qui la prennent en charge et la capacité qu'ont ces acteurs
à se faire entendre, à se faire reconnaître comme porteur légitime de cette mémoire à un moment T. Cela a été dit, l'histoire de la révolution haïtienne et celle de la dette en France ont été pendant longtemps une non-mémoire, une absence, un silence, un oubli au XXe siècle en France, alors qu'elle a été mémoire vive dans la Caraïbe et en Afrique également, entre autres lieux. À l'inverse, en France et plus largement en Europe, la mémoire de l'esclavage et de la dette/rançon est saisie de façon radicalement différente depuis une vingtaine d'années, et cette table ronde a pour objet de discuter de ce changement d'historicité et de ses conséquences directes dans des domaines qui sont encore à définir. Et je voudrais que l'on puisse aborder ces moments, si vous le voulez bien, ces moments de non-mémoire et plus récemment de mémoire sur l'esclavage en Haïti et la dette en France, car cette tension semble se résoudre, mais c'est une question. Elle semble se résoudre par la création d'une commission franco-haïtienne qui est coprésidée par M. Yves Saint-Jour pour la partie française et par Mme Gusty Clara Gaillard-Pourchet pour la partie haïtienne, sur l'histoire entre les deux pays, qui rappelle aussi celle de 2004 qui a été présidée par Régis Debray, commission qui avait été instaurée à la suite de la demande de restitution, et c'est un terme qui sera abordé, je pense, lors de la discussion, restitution formulée par le président Aristide. Cette tension entre mémoire et non-mémoire semble aussi être résolue, ou en tout cas des jalons sont posés pour une résolution par précisément ce texte de l'Assemblée nationale française qui a été adopté le 5 juin 2025 et que je voudrais citer parce que ça cadre la question, me semble-t-il. Ce texte dit « Considérant que la situation haïtienne ne peut plus être considérée sous le seul angle de l'urgence humanitaire, parfois teintée de misérabilisme, et que la solidarité internationale ne saurait faire figure de réparation, point 1. Invite le gouvernement à reconnaître officiellement et solennellement l'injustice infligée à Haïti par l'ordonnance royale du 17 avril 1825. Point 2. Invite le gouvernement à considérer ses conséquences et ses prolongements à long terme sur l'ensemble de la société haïtienne. Point 3. Invite le gouvernement à une prise en considération des demandes de remboursement et à étudier le processus de restitution de la double dette imposée à Haïti, qui a été honorée dans son intégralité. Point 4. Appelle à cet effet la mise en place d'une commission indépendante. Point 5. Appelle à initier et à soutenir les initiatives s'inscrivant dans une démarche de justice réparatrice, particulièrement les initiatives franco-haïtiennes à portée mémorielle, pour transmettre aux générations actuelles et futures cette page sombre de notre histoire. J'achève ici la situation. La question se pose, sommes-nous à une étape significative? On essaiera d'y réfléchir ensemble. Mais avant de donner la parole à mes collègues, je voudrais qu'on se donne juste quelques règles, à savoir que vous disposez d'un temps de parole de 10 minutes environ chacun, afin que nous puissions échanger avec le public. Donc je voudrais commencer par donner la parole à Magali Besson sur les termes, les concepts qui sont utilisés dans les débats et les actions aussi. Et je vais utiliser le vouvoiement académique pour cela et vous interroger, chère Magali, en vous posant deux questions. Les réparations pour le temps présent, qu'est-ce que ça veut dire? On parle de restitution, de réparation. Quelle autre notion voudriez-vous ajouter au débat? Vous nous le direz. Merci, chers collègues. Merci aux organisatrices et organisateurs de ce colloque. Donc 10 minutes, le temps est court. Je vais essayer de répondre aux questions que vous m'avez posées, chère Myriam.
La question de la temporalité et du temps présent. Alors, je voudrais faire un tout petit retour en arrière. Le 26 août 2001, et en effet, le mois d'août semble important durant ces 3 jours, le philosophe africain-américain Manning Marable, dans un article intitulé « An idea whose time has come », estimait que le temps était venu pour les États-Unis de faire face à ce qu'il appelait leur responsabilité morale et politique de reconnaître le poids continu du racisme structurel issu de leur histoire. Et il estimait que le temps était venu de réparer les injustices du passé. Quelques jours plus tard, le 31 août 2001, s'ouvrait en Afrique du Sud, à Durban, la conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l'intolérance qui y est associée, dont la déclaration finale portait pour la première fois sur la scène internationale la question des réparations pour les crimes du passé colonial, esclavagiste et impérial. Cette question des réparations a très vite été prise dans le contexte d'une réflexion sur la justice transitionnelle au tournant du XXIe siècle. Dès 2005, une résolution des Nations Unies proposait une typologie des réparations selon 5 dimensions: restitution, indemnisation, réadaptation, satisfaction et garantie de non-répétition. Les réparations, dans le cadre de la justice transitionnelle, étaient des dispositifs pour accompagner les sorties immédiates de guerres civiles ou de régimes autoritaires qui étaient beaucoup en jeu à la fin des années 90. Mais récemment, dans une résolution de juillet 2021, l'Assemblée générale des Nations unies invitait à transposer explicitement les réparations pour les utiliser pour, je cite, « s'attaquer aux legs de l'esclavagisme, de la traite transatlantique et du colonialisme et remédier aux causes profondes des injustices structurelles ». La même année, 2021, dans son introduction de l'ouvrage « Time for Reparations », Jacqueline Baba affirme que, je la cite, « le temps des réparations, c'est maintenant ». Time for reparations is now. Alors, quel est ce maintenant en 2025 ? Ce maintenant qu'on peut penser de 2 manières. L'instant présent, à saisir, qui est riche de possibles pour transformer l'avenir, et cet instant épais, héritier d'une histoire, d'un passé qui ne passe pas. Quelle peut être la place, non pas simplement de la France, ni de Haïti, mais peut-être d'un nous formé par la relation entre la France et Haïti, pour performer ce passé dans le présent et faire justice du passé en transition vers un avenir qu'on voudrait plus égalitaire. Je voudrais lire avec vous un discours qui me semble éclairer cette double contextualisation de notre présent, donc héritier de l'histoire et annonciateur de possibles à actualiser. Devant l'Assemblée générale des Nations unies, le 26 septembre 2024, donc le 26 septembre dernier, Edgar Leblanc-Fils, qui était alors président du Conseil présidentiel de transition de la République de Haïti, a conclu son discours en rappelant que Haïti était, je le cite, « la grande victime d'une injustice historique qui a retardé son développement et marqué son peuple d'un fardeau dont les conséquences se font encore sentir. » Il posait la question stratégique, je cite à nouveau, « à la veille du bicentenaire de cet événement inédit dans l'histoire du monde, n'est-il pas venu le moment de la restitution des montants consentis ?» Il en appelait, je cite à nouveau, à la reconnaissance, réparation et restitution des torts du passé, au nom d'une question de principe, celle de la justice immanente, qui exige, disait-il, de reconnaître la dette morale et historique et de mettre en œuvre des réparations justes et appropriées pour se libérer des chaînes invisibles de ce passé injuste. Leblanc, me semble-t-il, confirme ainsi que les réparations haïtiennes en 2025 se situent à la fois dans une séquence courte entamée au tournant du XXIe siècle, alors en France avec la loi Taubira de 2001 et la demande d'Aristide en 2004, et l'aboutissement d'un mouvement historique de beaucoup plus longue durée, entamé il y a 2 siècles, en 1825, lorsque s'inaugurait la post-colonie comme système durable de relations internationales asymétriques, inégalitaires, lorsque s'implantait l'injustice structurelle dont il s'agit aujourd'hui pour nous de rendre raison. En ce sens, avec Leblanc, je propose de penser la justice réparatrice comme nouveau paradigme normatif, nouvelle grammaire des relations internationales,
dans laquelle la relation France-Haïti pourrait être l'avant-garde d'une reconfiguration du système international, saisissant le moment de transition, de crise actuelle qui est le nôtre et que nous vivons globalement, pour sortir enfin du néocolonialisme et établir des relations fondées sur l'égalité. Je veux souligner encore 2 points supplémentaires tirés du discours de Leblanc. Premièrement, et j'insiste, les réparations sont bien une question de justice. Pas d'aide, d'assistance, de bienfaisance, de secours ou de charité. Autrement dit, le type d'obligation que définissent les réparations, c'est-à-dire ce qui est dû à Haïti pour des motifs de justice, sont des obligations puissantes, exécutoires et institutionnelles, liées à une responsabilité des nations et des peuples, et non pas des devoirs moraux de second ordre, des devoirs qu'on appelle imparfaits, qu'on remplirait par grandeur d'âme et dont la non-exécution ne serait pas condamnable et encore moins punissable. Deuxième point, on a avec Leblanc une indication sur ce en quoi pourraient bien consister ces obligations de justice, ce que nous pourrions bien faire, non pas seulement pour justifier intellectuellement les réparations, mais aussi pour nous motiver à remplir ces obligations effectivement. Au discours de Leblanc répond d'une certaine manière la résolution que Myriam Cothias vient de citer, adoptée par l'Assemblée nationale française donc la semaine dernière. La résolution, et je cite le titre de cette résolution, visant à la reconnaissance, au remboursement et à la réparation par la France de la double dette d'Haïti, qui se décline en effet en 3 dimensions, puisqu'elle appelle le gouvernement français à reconnaître officiellement et solennellement l'injustice. Elle l'invite à étudier le processus de restitution de la double dette, et enfin, elle l'appelle à initier et soutenir des démarches de justice réparatrice, en particulier à portée mémorielle. Je ne parlerai pas de la restitution, puisque d'autres membres de ce panel et la table ronde suivante y seront consacrés. Je voudrais juste attirer votre attention, en effet, sur un 3e terme qui a beaucoup été mentionné, mais en réalité peu théorisé, dans ces questions de justice réparatrice et qui me semble désigner un préalable indispensable à la transformation de notre économie morale, elle-même indispensable pour que puisse se mettre en œuvre quelque chose comme de juste réparation. Par économie morale, à la suite de Edward Thompson et de Didier Fassin, je désigne l'ensemble des normes, des valeurs, des sentiments moraux, des croyances morales, des attentes normatives, des obligations mutuelles qui tissent notre conception du juste et de l'injuste et qui nous poussent dans la rue, qui nous poussent à nous organiser en mouvements sociaux pour exprimer publiquement des revendications de justice sociale, c'est-à-dire pour déclarer ensemble que l'ordre social dans lequel nous vivons est injuste, qu'il ne nous convient pas, qu'il est devenu invivable et inacceptable, et qu'il nous faut le transformer. Mais comment opérer un changement dans nos perceptions morales partagées et nous motiver à transformer notre monde social? Il me semble qu'un des préalables est donc cette question que je voudrais aborder dans un dernier point, de la reconnaissance. Concept donc peu théorisé, et qu'il faut penser de 2 manières selon que la reconnaissance porte sur des faits ou sur des personnes. La reconnaissance des faits se décline en 4 aspects, me semble-t-il. Premièrement, reconnaître un fait, c'est attester de l'existence d'un fait. En l'occurrence ici, la réalité, ce qu'on a vu pendant les 2 derniers jours, du fonctionnement esclavagiste et colonial à Saint-Domingue, de la vie et de la mort des captifs africains esclavisés, la complexité de la guerre d'indépendance, la victoire, la complexité des données économiques globales, des marchés dans lesquels s'insérait la demande de la dette, la manière dont l'argent de l'indemnité est arrivé en France et ce qu'il y a fait, à quoi il a servi, enfin tous ces faits qu'il faut connaître, attester, objectiver comme des événements. Évidemment, cette attestation n'est jamais simplement descriptive. Elle est toujours en même temps interprétative. Et reconnaître les faits, c'est aussi les insérer dans un récit qui leur donne du sens. Et je voudrais ici mentionner W.E.B. Du Bois, qui, dès 1896, dans sa thèse de doctorat, The Suppression of the African Slave Trade to the United States, interprétait la révolution haïtienne comme un événement décisif pour l'histoire des États-Unis,
décisif pour l'histoire de l'abolition de l'esclavage et décisif pour l'histoire de ce qu'il appelle la ligne de couleur mondiale. Il écrivait, je cite, « Le rôle que le grand noir Toussaint, dit l'ouverture, a joué dans l'histoire des États-Unis rarement été apprécié à sa juste valeur. Représentant l'âge de la Révolution en Amérique, il s'est hissé au premier rang grâce à une terreur sanglante qui a créé un problème noir pour l'hémisphère occidental, a intensifié et défini le mouvement abolitionniste, est devenu l'une des causes, probablement la principale, qui a conduit Napoléon à vendre la Louisiane pour une bouchée de pain, enfin, par l'interaction de tous ces effets, a rendu plus certaine l'interdiction définitive du commerce des esclaves en 1807. » Donc ces deux premiers aspects, description, interprétation, caractérisent, me semble-t-il, le travail de reconnaissance de l'historien. La reconnaissance des faits ne s'arrête pas là. Elle comporte également deux autres aspects, une dimension non pas descriptive et interprétative, mais évaluative, qui correspond à la qualification des faits. On reconnaît alors que ce qui a eu lieu relève d'une catégorie morale, juridique, politique, qu'on lui a longtemps déniée et qui a pu être et est encore éventuellement contestée. Néocolonialisme, dette odieuse, crime contre l'humanité. Ces qualifications sont enfin liées à un quatrième et dernier aspect, le caractère public, solennel, officiel de la reconnaissance, sa force expressive. Reconnaître, c'est exprimer publiquement qu'un événement ou un système a eu lieu, qu'il était injuste, qu'on peut le qualifier de crime et le condamner. Et l'expression officielle légitime la condamnation, permet sa diffusion à grande échelle dans la conversation nationale et internationale. Elle met à disposition la qualification dans l'espace public. Et ces deux derniers aspects ne relèvent pas prioritairement de l'historien, mais plutôt du législatif ou de l'exécutif. La reconnaissance comporte une seconde grande dimension, celle qui porte non pas sur les faits, mais sur les personnes, et je conclurai sur ce point. Les personnes et leur capacité à se faire reconnaître. Réparer l'injustice historique exige alors de reconnaître la validité de la demande de reconnaissance qui émane aujourd'hui de groupes et d'individus qui ont souffert et souffrent peut-être encore d'un déni de reconnaissance. Ce déni se décline en trois aspects, négation de la dignité de la personne humaine, la mise en esclavage comme dépersonnification, négation de la valeur d'un groupe, la disqualification, voire la stigmatisation du peuple haïtien. Enfin, négation de l'identité collective et des traits spécifiques par lesquels le groupe s'auto-identifie et fait communauté. La reconnaissance, donc, avec ses différentes dimensions, historiques et éthiques, est un préalable indispensable, me semble-t-il, à la restitution, à la réparation, à la justice, parce qu'elle est l'élément épistémique et éthique clé qui préside à la transformation morale, sociale et politique, à notre changement d'économie morale, à la constitution d'un nous renouvelé qu'exige le paradigme de la justice réparatrice. Merci. Merci d'avoir posé ce cadre de réflexion, peut-être pas à partir duquel, mais à partir qui pose certaines notions qui vont aussi être saisies, ou en tout cas dites du point de vue de John Picard Byron, qui souhaite intervenir en tant que membre du groupe de travail de l'Université d'État d'Haïti, qui a créé un comité national haïtien pour les restitutions et les réparations. Et j'aimerais vous demander, John, quelle est la feuille de route de ce comité? Quels en sont les objectifs et le positionnement? Bon. Merci. Et alors, je vous remercie de m'avoir donné l'occasion de m'exprimer à ce colloque. Et moi, je pense que ce colloque arrive à un moment important pour nous en Haïti, un moment où il y a une transformation dans l'usage habituel qu'on faisait de l'histoire en Haïti. Une histoire qui accordait beaucoup de place aux héros, et une histoire qui était toujours considérée, d'ailleurs qui était même considérée comme une sorte de mémoire historique, qui accorde beaucoup d'importance, une sorte de mémoire historique, une sorte de mémoire héroïque. Voilà.
Et donc, il y a nécessité de sortir de cette mémoire héroïque. Donc, et d'abord, avant, c'est ce qui fait qu'on doit en sortir, ce qui fait qu'on a mobilisé d'autres manières, d'autres usages du passé en Haïti, c'est justement cette question de la restitution qui est posée depuis quelque temps. Alors, ce que je vais faire pour répondre à ta question, c'est peut-être un peu de situer le contexte et de la mise en place de ce comité, le Comité national haïtien pour les restitutions et les réparations, qui est en fait un comité, et d'abord c'est fait un groupe de travail de l'université qui s'est transformé et qui a été à l'occasion d'un sommet de la CARICOM, et puisque la CARICOM avait depuis bien longtemps un comité de réparation, et donc Haïti a été sollicité depuis lors, depuis la mise en place de ce comité en 2013. Depuis cette période, on voulait la représentation d'Haïti à ce comité. Et donc, ce qui s'est produit, c'est qu'il y a peut-être eu une coïncidence entre la mise en place du groupe de travail par l'UEH et ce sommet qui a fait que le gouvernement a tout de suite proposé, la question a été posée à ce sommet, et le gouvernement haïtien a suggéré que ce groupe de travail de l'UEH doit se transformer en comité national pour faire partie du comité de réparation. Donc, la seule difficulté, c'est que pour tous ces pays de la Caraïbe, la question qui se pose, c'est la question de la réparation au regard de l'esclavage, qui est une question qui concerne Haïti à un certain niveau, quoi. Mais il y a une question spécifique dans le cas d'Haïti, et cette question spécifique, c'est la question de la restitution, la question de la dette, et qui fait que on est dans ce comité régional, quoi, avec notre spécificité. Et on voudrait, c'est important parce que au niveau de ce comité, on a trouvé que c'était important de faire partie de ce comité parce que ça va nous donner la possibilité d'avoir une solidarité de la Caraïbe, parce que au fond, et la Caraïbe aussi, l'interpellation d'Haïti a été faite aussi sur le fait que Haïti va donner un peu plus d'aura à ce comité de restitution. Mais en même temps, d'un autre côté, le fait qu'on soit dans une structure qui réunit plusieurs pays de la Caraïbe, ça va donner beaucoup plus d'emphase à nos exigences de réparation. Donc, en fait, pour parler de ce contexte, c'est que on connaît bien la situation de crise qui traverse Haïti, quoi. Et ce contexte de crise, l'interprétation qu'on en fait, c'est qu'on a compris que la situation d'Haïti, c'est que la nation haïtienne n'a jamais pu se développer comme ça doit, on dirait, à cause du fait que on a une situation de pauvreté qui est complètement inacceptable, et c'est en fait lié à une situation de malgouvernance, quoi, qui a caractérisé tout le 19e siècle et qui caractérise encore la situation du pays, quoi. Et puis le fait qu'il y a des efforts, je dirais peu d'efforts entrepris par le gouvernement pour relancer l'économie haïtienne. Et puis, mais en même temps, il faut reconnaître que l'effet de la double tête. Et du point de vue de l'université, ou du moins des responsables de l'université, la question, cette question de la double dette n'est pas qu'un épiphénomène, quoi. C'est quelque chose qui concerne vraiment la situation du pays, l'implication et tout le système colonial avec toutes les conséquences de l'esclavage sur le pays, avec tout l'impact qu'il y a, le fait que les classes dominantes sont sorties de l'expérience coloniale, mais en même temps avec comme seul horizon, comme seul modèle cette expérience coloniale, qui fait que Haïti, il a été difficile pour ce pays de trouver sa voie de développement. Donc, c'est quelque chose d'absolument important pour
le comité. Le deuxième point qui est important à souligner dans le cadre de ce comité, c'est pas un comité qui a été mis en place seulement par rapport à l'expérience coloniale avec la France, c'est un comité qui a été mis en place aussi en rapport avec beaucoup d'autres affaires qui ont marqué les relations diplomatiques d'Haïti avec différents pays. Donc, on connaît ces différentes affaires avec, par exemple, l'affaire Ludès avec l'Allemagne, l'affaire Rubalcaba, l'affaire du capitaine Batch, l'affaire Meuse, toutes ces affaires qui ont été surtout, qui ont marqué cette période qu'on a appelée, et dans l'histoire, cette période de la diplomatie de la canonnière, qui a fait qu'il n'y a pas que la rançon d'indépendance, il y a toutes ces rançons qui ont marqué tout le 19e siècle et la dernière expérience en date, c'est le fait que ce rap des Américains qui ont pris les réserves d'or de la Banque nationale, quoi. Toutes ces expériences, on veut, par rapport, quand on considère toute la situation actuelle du pays, on s'est dit que voilà, il y a des ressources. C'est important de rechercher la solidarité, c'est important de faire un appel à la solidarité, c'est important de rappeler au monde la contribution d'Haïti à l'émancipation humaine, quoi. Et parce que là, je fais allusion à un colloque qui s'est tenu en Haïti depuis 2023, à la fin de l'année 2023, et toute cette question va marquer Haïti, va marquer l'actualité sociale en Haïti depuis les débuts de l'année, quoi. Et donc, en même temps, avec toute cette dynamique qu'a créée l'université. Donc, il faut rappeler aussi que toute cette question, la question du remboursement de la dette de l'indépendance a marqué fortement l'histoire du pays. Dans ses travaux, Goussi Karagaya a mis l'accent, par exemple, sur le soulèvement, sur le fait que c'est une question qui a marqué le soulèvement d'Akao entre 1844 et 1846. Et les paysans qui se sont révoltés dans le sud du pays se sont révoltés en soulevant cette question de la dette. Donc c'est une question qui a marqué l'histoire du pays pendant toute cette période. Mais on a remarqué, il faut souligner que cette question va être soulevée seulement à partir des années 2000 avec l'intervention de l'ancien président haïtien, le président Jean-Bertrand Aristide, qui va être une première personne à soulever cette question à la conscience nationale. La difficulté, c'est que cette question n'a pas été posée dans toute sa substance, quoi, parce que ça a servi surtout, c'était une question qui a été abordée dans une perspective un peu un gouvernement populiste qui voulait consolider sa présence au sein dans l'électorat haïtien. Donc voilà, on est dans cette dynamique où il a fallu, à l'approche de 2025, il a fallu, dans le cadre de la commémoration du centenaire de la double dette, donc on a mis en place ce comité qui a différents objectifs, et faudrait-il bien qu'on souligne les objectifs de ce comité, de ce groupe de travail. D'abord, le comité avait comme mission de mener des études, des enquêtes pour compléter et renforcer le dossier, quoi. Le dossier, parce que ce qu'on avait compris, c'est pas ce groupe de travail qui allait négocier la question avec le gouvernement. Mais seulement, ce qu'on s'est proposé, c'est d'outiller le gouvernement par rapport à cette question et d'entreprendre des démarches nécessaires pour finaliser les calculs sur cette question de montant à réclamer, quoi. D'informer, de sensibiliser l'État haïtien sur la question, parce qu'à chaque fois, effectivement, il y a toujours des réticences auprès des différents gouvernements de la République pour poser cette question. Quoique, il y a des pas qui ont été faits, quoi. La mise en place, il y a un arrêté qui a formalisé la création du comité national, quoi.
Mais jusqu'à présent, ce n'est pas quelque chose qui est comme une action de première main que les gouvernements entendent mener, quoi. Et l'intérêt aussi, c'est de diffuser, de publier différents travaux, de travailler aussi l'opinion publique en Haïti, quoi, parce que ça, c'est un aspect important. Et puis l'autre activité du comité, c'est d'identifier tous les secteurs nationaux et internationaux capables de faire avancer ce dossier, quoi. Et c'est une démarche absolument importante. Et de prendre des dispositions dans le cadre d'une grande coalition d'acteurs nationaux et internationaux. En ce sens, le comité avait participé au dernier forum des Nations Unies sur les afrodescendants. Et en quelque sorte, on voudrait, parce qu'il y avait aussi une coalition, parce que ça, il faudrait bien le rappeler aussi, dans le cadre de ce forum, il y avait déjà une coalition d'ONG haïtiennes qui avait soulevé cette question, qui a permis aux Nations Unies de mettre cette question dans ses agendas. Donc, du coup, on a trouvé que c'est important de réunir toutes les entités de la société haïtienne pour faire avancer ce dossier. Donc voilà l'essentiel de ce qu'on peut considérer comme des éléments importants qui arrivent à point nommé pour relancer cette question. Maintenant, comment cette question de la mémoire, parce que la difficulté, c'est que cette manière cette question de la restitution fait appel avec ça exige la construction de nouveaux récits, de nouvelles narrations qui pourraient permettre d'engager cette question. Une question de narration, parce qu'il y a quelque chose pour moi qui est important, l'idée que il y a la partie haïtienne qui est la partie demanderesse, quoi, face à la partie adverse qui est la France, quoi. Il y a la nécessité de construire ce que j'appelle une mémoire commune, quoi, pour aller vers cette question de la restitution. Et moi, je crois qu'il y a une dynamique intellectuelle à construire par rapport, en même temps, c'est important de ce travail historique sur la question et ma participation à ce colloque, ma présence à ce colloque a permis de voir comment il y a vraiment une démarche qui essaie de mettre en évidence toute la complexité de la question. Mais en même temps, il y a la nécessité aussi de construire tout un récit pour les acteurs, d'aider les acteurs à construire des récits pour faire avancer ce discours. Peut-être dans le débat, je vais m'arrêter là pour peut-être rebondir sur cette question dans le débat, sur cette question de la mémoire en vue de cette question de réparation-restitution. Merci. Oui, merci John. On aura certainement l'occasion de revenir sur ce point-là lors des échanges. Mais je voudrais maintenant passer la parole à Catherine Porter, qui a donc, comme je l'ai dit dans sa présentation, conduit cette enquête du New York Times. Et cette enquête qui a semblé agir comme une sorte de secousse morale, politique. Et j'aurais aimé que vous puissiez nous en détailler la genèse, les motivations, les conclusions, et aussi la réception de vos articles en France, mais aussi aux États-Unis. OK. Oh, merci. Super, merci Ferry. Merci beaucoup pour l'invitation. C'est super d'être ici parmi beaucoup de monde qui s'intéresse sur le double dette. J'ai passé plus d'1 an à vraiment me noyer dans les détails de cette dette. Alors, c'est toujours un plaisir de discuter avec vous. Alors, merci beaucoup. Comment j'ai fait, je suis arrivée pour faire une enquête historique comme journaliste. C'est vraiment une question un peu bizarre parce que vraiment, normalement, comme un journaliste, on fait des enquêtes sur la corruption temporelle, maintenant, et pas sur quelque chose qui est passé il y a 200 ans. Comme
vous avez dit, je suis arrivée en Haïti la première fois après les tremblements de terre. Et comme quelqu'un qui a habité en pas mal de coins du monde, j'étais vraiment frappée par la situation du pays. À ce moment, c'était le Build Back Better de Clinton. Ils ont vraiment dit que c'était un moment de changer le don en Haïti et que la situation était toujours terrible. On ne veut pas reculer le moment avant le tremblement. On veut vraiment réparer et reconstruire le pays. Alors, les questions que j'ai toujours posées, et je pense que la plupart des gens qui sont étrangers là-bas se posent, c'est pourquoi il est comme ça ici? Pourquoi il n'y a pas un système de l'eau, un système de police, un système vrai judiciaire, un système de santé, qu'il n'y a pas des hôpitaux publics où vous pouvez aller sans beaucoup d'argent pour investir, pour même une aiguille ou pour toutes les choses. Pourquoi c'est comme ça? Et ça, c'était toujours les questions que j'ai posées quand j'ai visité Haïti pour faire les reportages sur l'épidémie de choléra ou sur les autres choses. Alors, j'ai lu beaucoup de livres et je suis tombée sur cette histoire de la double dette. Et bien sûr, en Haïti, c'est un sujet que la plupart des gens ils connaissent l'histoire de la double dette. Alors, après des années, j'ai eu un rédacteur qui m'a demandé de faire une histoire sur ce double dette. Et en fait, pour moi, l'idée, c'était de faire une histoire narrative. J'ai voulu aller dans un terrain et faire une connexion entre les descendants des colons qui a eu ce terrain et les descendants des anciens esclaves qui a payé pendant des générations la famille d'anciens colons. Parce que c'est une injustice impensable. Alors ça, c'était l'idée de faire une longue histoire entre la France et Haïti, de deux familles, quoi. Alors j'ai commencé de faire ça, j'ai fait la recherche sur les terrains, j'ai rencontré pas mal de généalogues pour retracer l'histoire et les paiements entre une famille et l'autre. Le problème, c'est que pour faire une histoire comme ça dans un journal, on a en anglais, on dit un nut graph, ça veut dire le contexte. Alors c'était quoi les dettes? Combien les Haïtiens ont payé. Ça durait jusqu'à quelle date exactement? Et combien d'économies haïtiennes ça a impacté? Et dans ma tête, j'ai pensé que je vais trouver un livre qui va faire toute l'histoire de ça. Alors j'ai passé vraiment pendant le Covid 3 mois en lisant des livres et en parlant avec beaucoup des historiens, incluant Gusti là, et des autres, pour demander, OK, c'est où les thèses, c'est où l'histoire, le contexte dans un livre ou dans un journal ou quelque chose comme ça. Et après 3-4 mois, finalement, j'ai eu la réalisation que ça n'existe pas à cette époque. Il n'y avait pas une historienne qui ait vraiment suivi tous les paiements et fait une histoire, regardé l'effet de tous les paiements. Alors, j'ai passé de l'idée de faire une belle histoire entre deux familles historiques pour commencer une enquête historique. Et on a commencé, c'était seulement moi, après un moment, parce que c'était Covid, j'ai eu une collègue ici en France, j'étais au Canada, et j'ai eu une collègue ici en France qui a commencé de travailler avec moi pendant 1 jour par semaine, après c'était 2 jours, à la fin c'était tous les jours, et 2 autres journalistes, une à Londres et l'autre à Bruxelles.
Et tous les quatre, on a travaillé ensemble pendant plus un an sur cette histoire. Alors, c'était comme ça que c'est commencé. C'était vraiment par hasard. Et jusqu'aux 3-4 mois, j'ai pensé tout le temps, on va trouver cette histoire. Et finalement, on a créé l'histoire. Le truc avec... une chose que ça m'a fait beaucoup fierté, c'est qu'on a traduit les 5 articles qu'on a fait en français, mais aussi en créole haïtien. Et c'était la première fois dans l'histoire du New York Times qu'on a fait une traduction en créole. Et c'était gratuit en ligne pour lire le français et aussi le créole. Et pour moi, je pense que ça, c'est une histoire haïtienne et j'ai voulu vraiment que les Haïtiens ont accès pas seulement aux articles, mais aussi à toutes les bases de données qu'on a mis en ligne pour les chercheurs haïtiens, français, tout le monde, pour vraiment continuer cette recherche. Les effets, vous avez demandé les effets les effets, je regarde, ok. Les effets aux États-Unis, et on a vraiment, je pense que les faits sont beaucoup plus dans la diaspora haïtienne qu'à l'État. Là, il y a l'histoire d'une banque là-bas qui a fait les prêts en Haïti et ils ont dit qu'il va faire une évaluation. Pour moi, c'est pas grand-chose. L'État français a dit face à face que c'est une histoire qu'il connaît déjà, c'est pas grand-chose. C'était pas une réaction vraiment de tout. Mais en Haïti, il y avait quelque chose, une réaction qu'il y avait des stations de radio qui ont lu l'article pendant des journées en créole. Et je pense que pour moi, c'était quelque chose de vraiment important que cette histoire est partagée avec les Haïtiennes. Maintenant, il y a pas mal des écoles qui utilisent nos articles dans leur curriculum en Haïti. Il y a pas mal d'universités aussi aux États-Unis qui utilisent nos articles dans leurs cours. Alors ça, c'est quelque chose. Et aussi, c'est une histoire longue et je pense que ça va prendre beaucoup de temps pour adresser quelque chose comme ça. Une chose qu'on a vraiment notée, que je pense à ça beaucoup parce que dès qu'on a publié les séries, je suis déménagée ici en France. Alors, quand vous êtes en France, vous voyez qu'il y a beaucoup de rues qui sont nommées pour les anciennes personnes importantes. Il y a beaucoup de places qui sont nommées pour Général de Gaulle, des autres personnes. Il y a des statues partout. C'est un pays, même avec quelqu'un qui est le conseiller de mémoire pour le président. Alors, le mémoire, c'est quelque chose d'hyper important ici. Il y a plus de 100 musées à Paris et il n'y a pas une dédiée à l'histoire de l'esclavage ou la colonisation. Et ça me choque, vraiment. Je pense qu'il y a un oubli ici c'est énorme, et pour un pays qui vraiment révèle dans son histoire de touche pas du tout cette histoire. C'est intéressant. Aussi pour un pays hyper intellectuel qui adore discuter les sujets, qui vraiment, même quand je suis dans une manif contre le changement de retraite, les gens commencent à parler de 1945
Et l'histoire de l'état de providence en France, et on doit vraiment comprendre l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, et blablabla. Bla, bla, bla. C'est un pays qui adore son histoire, mais quand on parle des années d'esclavage et de colonisation, on ne parle pas du tout. Et ça m'intéresse beaucoup. Aussi que c'est une histoire qui n'est pas vraiment enseignée à l'école. Du tout, du tout. On a vu une enquête, je pense que c'est une enquête que vous avez faite, elle dit que 10%. Oui, mais 10% des étudiants à un cours ou quelque chose dans leur cours qui touchent cette histoire. Ça, c'est incroyable pour moi. Alors, pour moi, quand je pense à restitution, c'est éducation. C'est une éducation. Je viens du Canada. On a eu vraiment un problème. On a eu des problèmes coloniaux là-bas avec les autochtones. Dès 2015, on a eu une commission et dès 2015, chaque jour dans l'école, il y a une annonce après le hymne national où chaque école, ils disent qu'on est sur le terrain traditionnel de 7 groupes autochtones. Et c'était de 7 lieux jusqu'à 7 rues, jusqu'à 7 rues, 7 rues jusqu'à 7 rues. Et on n'a jamais eu un paix de traité avec eux, ou on a eu un traité de paix et on a brisé le traité de paix. Et c'est dit chaque jour dans les écoles. Et chaque annonce est différent d'une école à l'autre parce qu'il y a des territoires différents. C'est une forme d'éducation. Et ça, je vais laisser ça là. Merci Catherine. Avant de passer la parole à Pierre-Yves Bocquet, je voudrais réparer une de mes erreurs qui a été de ne pas remercier Arnaud Aurin pour cette invitation et le colloque. Voilà, je le fais maintenant et excuse-moi. Pierre-Yves. Donc Pierre-Yves Bocquet qui va prendre la parole notamment sur la genèse de la note sur la dette haïtienne par la Fondation de la mémoire de l'esclavage et qui va certainement revenir aussi sur ces questions d'enseignement qui sont largement débattues. Merci Myriam, merci aux organisatrices et aux organisateurs de ce colloque dont la Fondation est partenaire, et puis merci aux personnes qui sont aujourd'hui ici. Donc comme Myriam me l'a demandé, je vais revenir sur le travail que la Fondation a fait sur la double dette d'Haïti. En préalable, je vais d'abord rappeler brièvement ce qu'est la Fondation pour la mémoire de l'esclavage. Donc on est une fondation reconnue d'utilité publique, c'est-à-dire une institution privée qui a été fondée avec le soutien de l'État, puisque on est une prolongation de la loi Taubira de 2001. On a pris la suite de l'instance mémorielle qui avait été créée dans cette loi, le Comité national pour la mémoire et l'histoire de l'esclavage, dont Myriam a été une des présidentes. On a été créé donc en 2019. Et aujourd'hui, on est présidé par l'ancien maire de Nantes, ancien Premier ministre Jean-Marc Ayrault, et notre directrice actuelle est Aïssata Seck, qui a succédé à la première directrice de la Fondation, Dominique Taffin, qui était là jeudi, et que beaucoup de personnes connaissent chez vous, puisqu'elle a été la directrice des archives de la Martinique. On a 3 missions, et ces 3 missions illustrent ce que Myriam a dit au début de son intervention, en disant que la mémoire, c'est l'irruption du passé dans le présent, c'est aussi le dialogue du passé avec le présent, c'est la présence du passé dans le présent, et à travers nos 3 missions, on illustre ça. La première, j'allais dire, c'est celle qui est la plus attendue, c'est que notre rôle, c'est de transmettre l'histoire de l'esclavage et des combats pour l'égalité, ce qui fait que ça nous
plonge, enfin, on a une partie de notre activité qui est en lien avec le monde académique et de la recherche. Dans notre travail, tel qu'on le conçoit, ce que je vous dis là, c'est la version synthétique de nos statuts. Ces 3 missions sont 3 missions statutaires. On valorise les héritages culturels, artistiques, humains de cette histoire. Ça fait partie des empreintes de cette histoire que d'avoir suscité des formes de créativité, d'agentivité, d'être au monde qui sont directement issues de cette histoire et qui appartiennent à la fois à l'histoire de la France et du monde. Et puis, on met ces 2 premiers objectifs au service d'un 3e, qui est de défendre les valeurs de liberté, d'égalité, de fraternité en France et dans le monde, donc par rapport aux problèmes d'aujourd'hui, les problèmes des inégalités dans les Outre-mer, les problèmes du racisme, notamment du racisme subi par les personnes noires, le problème des formes contemporaines d'esclavage. Traditionnellement, on résume ces 3 missions en 3 mots-clés, histoire, culture, citoyenneté. Et donc c'est au nom de cette logique-là qu'on s'est intéressé à la double dette d'Haïti dès l'origine de la Fondation. Alors pourquoi ? Premièrement, parce que cette double dette, c'est l'épilogue de la longue séquence de la révolution de Saint-Domingue Haïti. Je dis Saint-Domingue Haïti parce que ça commence à l'époque où Saint-Domingue, ce territoire est appelé Saint-Domingue, c'est une colonie française, c'est un moment de la Révolution française, et puis ça déborde de tous les sens et ça se termine par en fait le début de la décolonisation le 1er janvier 1804 sous Napoléon Bonaparte. Et toute cette séquence en fait, c'est un moment essentiel de l'histoire de la France et du monde. Je n'ai pas besoin d'insister là-dessus puisque c'est ce que les 2 derniers jours du colloque ont montré. Et c'est aussi pour ça qu'on y attache une importance particulière. Pour nous, la connaissance de cette histoire est indispensable pour comprendre certaines des questions les plus sensibles de l'époque. J'en cite quelques-unes, mais il y en a d'autres, et certaines ont d'ailleurs été évoquées ces 2 derniers jours. La sincérité de l'universalisme des Lumières, la profondeur de l'empreinte coloniale dans la France moderne, c'est-à-dire la réalité coloniale de la France de Louis XIV, de Louis XV, de Louis XVI, mais aussi de la France contemporaine, les inégalités nord-sud, l'histoire de la présence noire en France, la genèse du racisme anti-noir en France, etc. Il y en a d'autres. Donc pour nous, parler de la double dette d'Haïti, c'est aider la France, puisqu'on est une institution française, à envisager ces sujets-là au prisme de l'histoire et de la compréhension de ces héritages. Alors, quels sont les objectifs qu'on poursuit en parlant de cette histoire ? Le premier objectif, j'utilise pour le présenter une expression que j'aime bien d'Achille Mbembe, qu'il a utilisé dans un texte qu'il a publié en 2021 sur, je crois, sortir du colonialisme, quelque chose comme ça. Enfin, c'est une conférence qu'il a faite à Pompidou. C'est briser l'ignorance qui s'ignore du grand public et des milieux dirigeants français autour de la révolution haïtienne et de ses héritages, autour de cette longue séquence de plus de 35 ans qui va de 1789 à 1825. Quand je parle de l'ignorance qui s'ignore, c'est le fait de ne même pas savoir que cette histoire existe. Et ça rend très difficile le dialogue, la pédagogie, quand on ne sait même pas qu'un bloc entier de l'histoire de votre pays existe sous vos pieds ou derrière votre tête et que vous l'ignoriez totalement. Et pas n'importe quel bloc, je n'ai pas besoin là non plus de revenir sur son importance. Et ce décalage entre l'importance de cette séquence telle que nous, on la présente, et l'ignorance du grand public, mais aussi des milieux dirigeants, c'est le premier mur qu'il nous faut détruire. Le deuxième objectif, c'est faire reconnaître l'injustice faite à Haïti et la nature paradigmatique du cas d'Haïti dans la conversation mondiale sur la réparation des injustices coloniales. Et j'ai pas besoin d'insister.
Et puis, la dernière dimension, c'est aussi prolonger ce débat en France, le débat sur les réparations, à propos des héritages contemporains de l'esclavage colonial dans la société française, en Hexagone et Outre-mer. Donc c'est des grands objectifs sur des sujets sensibles et qui nécessitent de se battre contre ce qui est le plus difficile à combattre, qui est l'absence, en fait, l'ignorance. Comment faire ? Et donc le comment faire, c'est ce sur quoi je vais maintenant terminer mon propos, c'est expliquer la démarche qu'on suit depuis la création de la Fondation pour arriver au point où on en est arrivé aujourd'hui. Alors, j'ai résumé les actions qu'on fait en quatre actions. Partager le savoir, on le crée assez peu à la Fondation parce qu'on n'est pas une institution de recherche à proprement parler, on soutient la recherche, mais on soutient aussi et essentiellement la valorisation du travail des chercheurs. Deuxième action, c'est toucher le public, le grand public, l'opinion générale, les gens. On travaille avec la presse aussi parce que c'est important de sensibiliser les médias aux enjeux dont on parle pour qu'ils en parlent à leur tour et que les sujets qu'on a vus tout à l'heure rentrent dans le débat contemporain et rentrent d'une manière qui les rende audibles et qui rende cette conversation productive. Et puis, dernier élément, ça renvoie à notre genèse, à notre nature d'institution qui est résultante d'une loi, donc d'une volonté d'une partie du pouvoir en France, et une institution qui bénéficie aussi du soutien du gouvernement. On agit comme conseil du gouvernement, comme conseiller indépendant, mais comme conseil. On est dans ce dialogue. Et la première chose qu'on a faite, quand la Fondation a été créée, c'est la première note, c'est effectivement cette note sur les programmes scolaires, la place de l'esclavage dans les programmes scolaires, donc qui a constaté les progrès réalisés depuis la loi dite Taubira. Effectivement, on parle plus de l'esclavage, du commerce triangulaire, etc. dans les programmes, mais le principal constat qu'on a fait, c'est que tout ce dont on a parlé ces 2 derniers jours, la révolution haïtienne pour faire simple, cette partie-là de l'histoire et sa connexion au premier empire colonial français n'est encore aujourd'hui en France, dans les programmes officiels de l'éducation nationale, enseignée de façon obligatoire que dans les programmes adaptés des départements d'outre-mer et en hexagone dans les programmes particuliers des lycées professionnels. C'est là les 10% d'élèves, alors c'est une approximation, on n'est pas allé vraiment compter, mais en gros, 90% des élèves français et la quasi-totalité des élèves de l'enseignement général en France n'entendront jamais parler de Toussaint Louverture, de la dette d'Haïti, de la première abolition, sauf si leurs enseignants, en plus du programme, et parce que ça les intéresse et qu'ils connaissent le sujet, décident de leur en parler. Donc ça crée, quand on parle de vide, voilà le vide. Et ce vide, il a frappé tellement les gens que le premier article international que la Fondation a eu, c'est un article du New Yorker, de la correspondante à Paris du New Yorker, Lauren Collins, qui en a fait son titre, hein, The Haitian Revolution and the Hole in French High School History. Donc, et le trou dans l'histoire enseignée dans les lycées. Tout ça pour dire qu'on est vraiment parti du point de départ. Donc pour combler ce trou, et parce qu'on n'a pas les moyens d'un musée, on a cherché à toucher le grand public. Et donc pour faire ça, le premier contenu physique que la Fondation a créé, c'est une exposition itinérante sur panneaux qu'on distribue. Elle circule aujourd'hui dans une centaine de lieux en France sur cette histoire qui raconte l'histoire de France au prisme de l'esclavage et des combats pour l'abolition. Et dans le deuxième panneau sur la Révolution, enfin les révolutions françaises et haïtiennes. Donc c'est celui qui parle de la phase, disons, 1800-1804. On a mis une mention à la double dette. On parle de l'indépendance d'Haïti, donc ce moment, le
T0 de la décolonisation, de l'histoire mondiale de la décolonisation, et on parle des 150 millions de la dette dans ce panneau. Donc c'était pour nous important de marquer l'existence de cette dette dans le premier outil de diffusion que la Fondation a créé. En 2022, c'est l'enquête du New York Times qui cite la note, et Catherine l'a rappelé, c'est de vous dire si ce travail l'a frappé. Et nous, suite à cette enquête, on a fait notre travail de conseil du gouvernement. Le 8 juillet 2022, Jean-Marc Ayrault a écrit à Emmanuel Macron, président de la République, en réponse au... Il faut que je conclue ou... j'en ai encore pour 2-3 minutes, mais ça va aller vite. Donc Jean-Marc Ayrault a écrit au président de la République pour lui dire « C'est le moment pour la France de prendre une initiative et on vous propose une méthode. Travaillons avec les scientifiques, organisons un calendrier jusqu'en 2025, le bicentenaire, en passant notamment par une date, 2023, qui est le 220e anniversaire de la mort de Toussaint Louverture. Faisons de ce moment-là un moment de mémoire partagée franco-haïtienne. » On a constaté assez vite qu'il n'y avait pas beaucoup de répondants du côté du gouvernement. Donc notre conseil scientifique a décidé de se saisir du sujet et a créé en son sein un groupe de travail qui va travailler donc de 2022 à 2025 pour faire le travail qu'on ne nous avait pas demandé, qu'on avait essayé de susciter, pour préparer le bicentenaire. En 2023, on a effectivement organisé une commémoration de la mort de Toussaint Louverture au Panthéon, et c'est la première fois que Jean-Marc Ayrault a évoqué la dette dans un discours où il a parlé de la dette et rapprocher la reconnaissance de cette dette de la nécessité de gestes de fraternité entre la France et Haïti. Donc c'était l'occasion de commencer à préparer les esprits au fait qu'il allait se passer quelque chose en 2025. Fin 2023, on fait une exposition dans la crypte du Panthéon, Oser la liberté, certaines ici l'ont peut-être vu, et pour la première fois, on fait sortir l'ordonnance de Charles X des archives nationales. Je pense que c'est la première fois qu'elle était montrée au public. 220 000 personnes sont allées à cette exposition. Et là encore, pour nous, c'était l'occasion de mettre dans l'espace public cette question de la dette. En 2024, alors que la situation à Haïti se dégradait dans des conditions, enfin des dimensions extrêmes, notre conseil d'administration a adopté une résolution dans laquelle elle appelle explicitement à entrer dans cette démarche de réparation à l'égard d'Haïti en réponse à la situation d'urgence extrême d'Haïti qui nécessite de la France un rôle particulier. On rappelle que la France est membre du Conseil de sécurité des Nations Unies et on invite non seulement le gouvernement français à poser des actes concrets, notamment pour accueillir les personnes qui fuient Haïti, mais on inclut dans cet appel à la prise de responsabilité les institutions françaises qui ont participé à cette histoire. Le 10 mai 2024, la journée nationale de la mémoire de l'esclavage, Jean-Marc Ayrault, devant le Premier ministre Gabriel Attal, dans son discours, évoque le bicentenaire de l'année suivante et demande à ce que la France pose un grand geste de fraternité. Début 2025, notre conseil scientifique sort sa note qui est en accès libre. On l'a diffusée largement dans la presse. On a fait un partenariat avec le Nouvel Obs qui a donné, qui a fait même deux longs articles sur la dette. En décembre 2024, on a réuni toutes nos instances pour parler des réparations, des associations, les scientifiques, des élus, des gens du monde de l'entreprise, et on a convenu, dans un consensus, qu'il était nécessaire d'ouvrir ce débat en France sur les réparations, à la fois dans leur dimension internationale, avec Haïti en haut de la liste, et dans les Outre-mer, et ici dans l'Hexagone. Et tout ça
nous a amené le 17 avril à cet événement qu'on a organisé aux Archives nationales, concomitant avec la déclaration du président de la République et la suite. Et pour conclure, l'expression que dans les milieux du pouvoir on emprunte souvent pour parler de ce sujet-là, c'est la boîte de Pandore. Moi, j'ai plutôt envie de terminer sur la citation de Toussaint Louverture du 7 juin 1802. On dit que Toussaint Louverture, il disait « il faut aller loin mais lentement ». Et donc on ne sait pas trop où on va quand on ouvre ce débat des réparations, mais à la Fondation, on est convaincu qu'il faut y aller. On est aussi convaincu qu'il faut y aller lentement parce que c'est un débat qui se prépare, qui se soutille, et si on ouvre les choses trop vite, elles peuvent se refermer et pour longtemps. Et donc c'est dans cet esprit qu'on adopte maintenant la nouvelle période qui est devant nous. Voilà, pardon d'avoir un peu dépassé. Merci Pierre-Yves, merci à chacun et chacune d'entre vous pour vos présentations. Il nous reste 20... On peut aller jusqu'à 11h, très bien. Alors donc ça nous laisse un temps de discussion et ouvrons tout de suite la parole. Prenons les questions que vous souhaitez adresser aux membres de cette table ronde.